Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer une grande nouveauté si vous envisagez de rejoindre la tribu Métamorphose. Vous le savez peut-être, la tribu, c'est un moyen de nous soutenir financièrement, moyennant un petit abonnement mensuel. Votre soutien financier est très important car il assure l'indépendance et la pérennité de notre podcast. Et maintenant, en signe de notre profonde appréciation, l'adhésion à la tribu vous donne aussi un accès à nos programmes de coaching exclusifs, Objectif Métamorphose, un bouquet d'une douzaine de programmes de coaching 100% audio que nous avons conçus avec des experts de renom pour guider votre évolution personnelle sur une gamme étendue de sujets comme l'hypersensibilité, le bien-être dans votre couple, la gestion de vos émotions, ou bien l'enfant intérieur, le transgénérationnel, etc. En devenant membre de la tribu, vous ne soutenez pas seulement Métamorphose, vous investissez donc aussi dans votre propre parcours de transformation. Pour rejoindre la tribu, rendez-vous dès maintenant sur notre site Métamorphose Podcast, rubrique La Tribu. Un immense merci les amis pour votre fidélité et votre soutien. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Et si nos grand-mères avaient raison quand elles nous disaient de lever les yeux de nos smartphones ? Au cours d'une vie, un Français passe en moyenne presque 15 ans devant un écran. Y penser donne un sentiment d'étouffement et nous sommes nombreux et nombreuses à ne plus vouloir de cette vie virtuelle, hyperactive et ultra connectée. Notre invitée du jour est podcasteuse et fait partie de la génération Z, celle qu'on accuse de temps d'attention réduit et de superficialité sur les réseaux. Pourtant, elle cuisine, elle coud, elle jardine comme sa grand-mère avant elle, elle fait des pauses digitales et prend le temps de vivre en vrai. Dans son livre « Tu en penses quoi de la vie, mamie ?», aux éditions Fayard, cette jeune activiste nous invite à nous soucier d'écologie pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. Comment aligner nos actes avec nos valeurs, ralentir, respecter nos corps et vivre une vie authentique. Elle répond à ces questions par une réflexion nourrie de ses voyages, de ses expériences et des mots de dizaines de personnalités inspirantes qu'elle a interviewées dans son podcast Nouvel Œil. Bonjour Victoria Guillaumont et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Merci beaucoup. J'ai l'impression que j'ai plus rien à dire tellement tu as tout présenté de façon comme je ne serais même pas capable de le faire. Donc je peux repartir, c'est bon. Non, j'ai encore quelques questions. Tu prends plus l'avion, tu ne manges plus de viande, tu bois plus d'alcool, tu achètes tes vêtements en seconde main. Pourquoi tous ces choix qui peuvent paraître radicaux ? Justement, dans cette radicalité, j'ai appris la nuance très récemment avec ce fameux voyage de 6 mois qu'on vient de réaliser avec Johan Reboul pour réaliser notre premier film documentaire. Et on a tenté au maximum de rejoindre l'Inde sans avion, mais on s'est retrouvé bloqué de force à Oman. On a réussi à descendre jusqu'à Oman sans avion en traversant l'Europe, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Oman. Et à Oman, impossible de trouver un bateau cargo. Et vraiment, on a essayé de soulever des montagnes et c'était un non qu'on n'a pas pu transformer en oui. Et ça a été très difficile pour moi parce que, comme tu l'as dit, je suis toujours très extrême dans mon engagement. Et quand j'ai dit que je faisais quelque chose, je m'autorise très peu, voire pas du tout, de pas de côté. Et là, en fait, on a été de force obligés de prendre l'avion. Et ça m'a énormément fait méditer justement sur cette notion de perfection, tu sais, on parle de pureté militante, et je me suis dit, mais écoute Victoria, c'est un avion, et c'est juste un petit avion pour aller en Inde, et en fait ce choix-là, il t'appartient plus, parce que tu as tout fait pour essayer de ne pas le prendre, et là, c'est vraiment des décisions qui te dépassent, politiques, étatiques, c'est en lien avec la géopolitique du monde actuel, et justement, ça relève le fait qu'aujourd'hui, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, parfois, il y a des forces supérieures qui nous empêchent de faire les choses. Et donc, j'ai beaucoup appris justement la nuance et la forme dans cet engagement, d'autant plus si on veut le tenir sur le long terme. Parce que là, quand tu as présenté cet engagement, même moi, je me suis dit « Waouh, c'est dur en fait ». C'est dur et j'ai même pas envie d'avoir cette casquette de l'écolo parfaite qui ne prend plus du tout d'avion, qui n'achète plus du tout de neuf, qui ne mange plus du tout de viande, même si j'ai pas prévu de remanger de viande de suite. Mais je pense que si on veut avoir d'autant plus d'impact et si on veut rendre cette écologie
joyeuse, attrayante, enviable et durable, il faut aussi apporter de la forme dans son engagement. Donc c'est ce que j'essaie de faire et c'est aussi ce que j'ai essayé d'apporter dans ce livre. Tu le dis, c'est dur parfois de vivre dans la frugalité dans une société qui est marquée en fait par la surconsommation et en fait qui est faite pour des gens qui consomment. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Beaucoup de joie, justement. Vivre dans la sobriété, c'est la fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ça apporte de la pureté dans nos vies. Et je crois que ça, il faut vraiment le mettre au cœur du discours écologique, là où souvent, quand on nous dit être écolo, c'est arrêter ci, arrêter ça, c'est faire des clivages, c'est avoir peur, c'est être dans l'anxiété. Et en fait, de proposer ce récit d'une écologie qui est bienfaitrice pour soi. On dit toujours que se faire du bien à soi, c'est faire du bien au monde. Et je crois que quand on propose ce récit-là, on a envie d'embarquer des gens avec soi et les gens, par eux-mêmes aussi, se questionnent sur comment on vit. Et donc moi, à titre personnel, d'avoir épluché ma vie sous le spectre de la sobriété, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur l'essentiel. Et à la fois, c'est des phrases bateaux. Et en même temps, quand on les incarne et quand on les expérimente au quotidien, on se rend vraiment compte d'à quel point c'est salvateur dans nos vies. Et donc d'avoir beaucoup moins d'habits, mais d'avoir quelques pièces de valeur, puisque je les déniche dans le grenier de ma grand-mère, ou d'amis qui allaient jeter leurs vêtements et qui ont vraiment une histoire derrière. Je trouve que on se pose moins de questions le matin déjà de comment on s'habille quand on a beaucoup moins de choix. Et au-delà de ça, c'est aussi une pureté et une sobriété dans la manière dont on vit nos vies. Donc ça peut être nos relations, peut-être avoir moins de relations, mais avoir plus de relations de qualité. Ça peut être la manière dont on organise nos journées, donc peut-être moins en faire, mais avoir des choix beaucoup plus conscients sur qui est-ce qu'on voit, où et à qui on donne notre énergie. Et donc ça nous permet finalement de vivre en alignement, de vivre en conscience, et donc d'incarner aussi cette notion de lenteur, parce qu'on n'est plus dans l'accélération du toujours plus, étant donné qu'on se pose la question du pourquoi on fait les choses. Et donc selon moi, l'écologie, c'est vraiment une façon de repenser nos vies à 360 degrés, en mettant avant tout l'écologie intérieure au cœur du débat, quoi. Mmh. Tu parles de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse. Ce sont des mots qu'on a tendance à opposer dans nos sociétés capitalistes. On a l'impression que si on n'a pas une abondance de choses, en fait, on manque. Toi, au contraire, on voit au fil du livre que tu n'accumules pas les choses matérielles. Comment est-ce que tu en es venu à décider de te débarrasser de ce superflu ? C'était quoi le déclic ? Ça a été un long chemin. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul déclic, mais une accumulation de rencontres, de prises de conscience, d'opportunités qui ont fait que petit à petit, mon discours et mes opinions et mon engagement s'est formé. Mais il y a quand même eu une expérience qui m'a vraiment chamboulée quand j'avais 18 ans, où je suis partie pendant 2 mois dans les bidonvilles en Inde pour découvrir la vie de personnes qui n'ont pas nos privilèges. Et là, ça m'a vraiment mis une claque au sens littéral du terme, puisque j'ai pris du recul sur tous les paradoxes de nos sociétés et de toutes ces injonctions qu'on entend depuis qu'on est tout petit, il faut être un bon élève, il faut avoir de très bonnes notes pour avoir un beau diplôme, pour avoir le meilleur CDI, pour accumuler beaucoup d'argent et pour dire au monde qu'on est heureux, qu'on a beaucoup et qu'on réussit en fait. Et moi j'ai pris cette question à l'envers en me disant mais qu'est-ce qui profondément en fait nous rend heureux ou au contraire nous rend malheureux ? Et ces questions, j'ai mis des années à y répondre. C'est aussi pour ça que j'ai lancé mon podcast et que l'écriture en un sens m'a sauvée, puisque ça m'a aidée à trouver des réponses. Puisque c'est des questions vertigineuses en fait, de pourquoi on est là, quel est le sens de nos vies, qu'est-ce que réussir profondément sa vie. Et c'est tellement des questions vertigineuses qu'on ne prend pas le temps, ou peu, dans nos vies pour se poser et essayer d'y répondre. Donc on cherche des réponses toutes faites, on lit des livres de développement personnel, on attend que les autres nous disent quoi faire, et c'est en ça qu'au final, on coche les cases sans trop les remettre en question. Parce qu'on se dit, on verra plus tard. Là, je fais tout bien comme on m'a dit de faire. Et puis, à 40 ans, quand tout sera à peu près aligné, là, je me demanderai si je peux peut-être aller déterrer mes rêves d'enfant. Alors qu'en fait, selon moi, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est avant tout aller chercher ses rêves d'enfant, aller les creuser, se demander en quoi on a une singularité et comment on peut la porter au monde pour qu'après, par ricochet, on impacte le monde. Et c'est comme ça aussi que j'ai défini un petit peu la colonne vertébrale de mon livre, avec un premier chapitre qui est être avec soi, ensuite être avec les autres, pour être en société et être avec le monde. Et bien souvent, on fait l'inverse. On essaie de chercher notre place dans le monde pour s'insérer en société, pour être reconnu dans le regard des autres, pour s'accepter soi. Alors que si on prend cet entonnoir dans l'autre sens, en fait, on gagne à la fois beaucoup de temps, sans parler d'une course après le temps, mais on est aussi beaucoup plus aligné rapidement, je crois, et c'est là que la vie fleurit vraiment. Mmh.
Ouais, on évite peut-être en milieu de vie de se reposer des questions qui bouleversent toute notre existence et de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas fait du tout ce pourquoi on était fait. Complètement. Et donc ça évite au final de revenir en arrière, de faire des ruptures qui sont parfois douloureuses et qui sont certes nécessaires, mais si on peut les éviter, c'est vrai que c'est toujours mieux. Donc parfois on croit gagner du temps en allant vite et en suivant ce qu'on nous dit de faire, mais on perd jamais de temps à prendre le temps et à juste s'asseoir en tailleur, méditer, apprendre à faire le vide en soi pour aller creuser justement ces questions qui nous font tellement peur et qu'on passe nos vies à fuir. Donc j'inviterai tout le monde, et je crois que celles et ceux qui nous écoutent sont quand même bien sensibles à ces questions-là, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de porter aujourd'hui, à la fois auprès des jeunes et à la fois auprès des moins jeunes, en fait, de prenez le temps de vous questionner et n'ayez pas peur d'être seul, en fait. N'ayez pas peur d'aller affronter ces questions qui nous font peur, de poser votre téléphone en mode avion, d'aller marcher toute seule, tout seul, dans la nature, et de pas savoir y répondre, mais au moins d'accueillir ces questions. Ton livre s'adresse à ta grand-mère, Francine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans sa vie, qui t'a inspiré ce livre ? Et comment est-ce que nos aînés peuvent nous servir d'exemple pour une vie plus authentique ? Justement, je crois que dans ta question, il y a la réponse. J'ai voulu écrire à ma grand-mère et porter ce livre pour ramener au cœur de nos sociétés tout ce que nos aînés ont à nous transmettre et qu'on oublie aujourd'hui. Alors dans ce livre, ma grand-mère parle très peu, elle écrit une lettre au milieu du livre. Elle donne pas de réponse. Mais par contre, moi, je lui partage mes questionnements en tant que génération que j'incarne aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est, en fait, d'avoir 25 ans aujourd'hui et de grandir dans un monde qui, littéralement, se délite, qui peut nous faire très peur. On nous parle sans cesse de crise écologique. On sait pas trop sur quel pied danser. À la fois, on est la première génération qui baigne autant dans les réseaux sociaux et où on est sursollicité de notifications tous les jours. Donc, on a encore plus d'injonctions, en fait, à devenir quelqu'un, à sortir du lot. Et en même temps, on a ce discours écologique qui nous empêche de nous projeter dans un monde de demain, là où nos parents pouvaient beaucoup plus faire des plans sur la comète, prenant un CDI, faisant un prêt, puis cotiser pour sa retraite. Moi, quand mes parents me disent « mais est-ce que tu penses à ta retraite ?» ça me paraît tellement lunaire, en fait. C'est pas du tout la question qui m'obstine aujourd'hui. Et face à ces écarts générationnels, donc là, je parle de mes parents, mais nos grands-parents encore plus, en fait. Nos grands-parents, ils sont complètement... Enfin, je parle pour ma mamie, elle est perdue. Et elle dit, je comprends plus le monde dans lequel on vit, en fait. Et ça me fait peur. Et je vois qu'il y a tout qui déraille. Et à la fois, je me sens bien désemparée pour savoir comment faire et quelles leçons te donner, parce que je crois qu'il va vous falloir beaucoup de courage. Et elle me dit toujours, j'ai peur pour demain. Et donc moi, j'essaie de ramener, en fait, toute cette pureté, cette authenticité qu'elle a au cœur de sa vie dans notre vie moderne, parce que je crois qu'il y a vraiment toutes les clés, justement, de sobriété, de savoir-faire manuel, de remettre les mains dans la terre, d'apprendre à coudre un t-shirt, à retrouver le temps long des choses, à stériliser ses bocaux et à vivre dans la frugalité, parce que nos parents, ils ont grandi comme ça et ils tentent aujourd'hui plus que tout de garder cette frugalité. On voit qu'ils sont attachés à ça et qu'ils réfutent le conformisme, qu'ils réfutent la modernité. Et je trouve que c'est, en fait, de voir nos grands-parents vivre comme ça, c'est une forme de révolution pour moi, de les voir avec autant d'acharnement à garder leurs traditions. Et si on les perpétue pas, je crois qu'on va perdre beaucoup. Donc ça me tenait à cœur de questionner la société en parlant à ma grand-mère et en justement mettant en parallèle ces deux générations que tout oppose, mais que à la fois tout relie. La société a changé depuis la jeunesse de nos grands-mères. Tu parles de notre déconnexion du vivant, nos rythmes de vie qui sont devenus effrénés, la frugalité que tu mentionnes. Mais toute évolution n'est pas forcément à rejeter. Qu'est-ce qui a changé positivement ? Qu'est-ce que tu garderais ? Bien sûr, je crois que on est libre quand même. On est très très libre et on est libre de nos choix, on est libre de nos rêves. Et j'ai réellement le sentiment qu'aujourd'hui, en tant que génération, si on veut quelque chose, tout est possible. À la fois, les réseaux sociaux, c'est un énorme danger. Il faut apprendre à s'en servir et ça peut vite nous aliéner. Et à la fois, c'est un levier immense pour faire passer des messages, pour se créer des opportunités, pour parler au monde. En fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin inévitablement de passer à la télé pour être entendu, dès lors qu'on a un message qui nous tient à cœur. Pour moi, c'est l'engagement, c'est la conviction écologique, c'est la sobriété heureuse. On peut le porter avec sa plume sur les réseaux sociaux et toucher des milliers de personnes. Et ça, c'est une force de dingue que les autres générations n'avaient pas. C'est à la fois une responsabilité, et je le disais, un danger, mais pour moi, c'est aussi une porte ouverte où tout est possible. Et en ça, on a énormément de chance.
On a aussi beaucoup plus la possibilité de voyager, donc on n'est pas obligé de prendre l'avion pour voyager, on peut partir sur du long terme, prendre des trains et retrouver le goût du temps long. Mais j'ai réellement l'impression que le monde est beaucoup plus accessible aussi qu'avant, bien qu'il soit aussi encore très dangereux et volatile. Mais on a aussi cette chance, je crois que j'ose employer le mot chance, d'être un peu une génération tampon. À la fois, ça nous fait très peur et à la fois, on a cette opportunité de peut-être tout repenser et de brosser ces modèles de société qu'on perpétue depuis des dizaines d'années et qui, au final, ne nous conviennent pas, qui à la fois nous aliènent. On voit qu'il y a de plus en plus de burn-out et de personnes aujourd'hui autour de la cinquantaine qui remettent toute leur vie en question, qui disent « Ok, en fait, j'ai tout bien fait, tout est dans les rails, mais désolé du mot, je me fais chier et en fait, je sens que je suis pas alignée avec ce que je veux faire et qui remettent tout sur le sujet de la table et qui sont sous antidépresseurs. Et donc, on voit que la société telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas en alignement profond avec qui on est en tant qu'être humain. On est complètement déconnecté de la nature. On ne sait plus regarder les oiseaux lever les yeux au ciel. Et là, en tant que génération, on a l'opportunité peut-être de justement repenser ces schémas de société qui à la fois nous aliènent et en plus détruisent notre humanité et font du mal à la planète, pour mettre peut-être beaucoup plus de douceur, de lenteur, de nature au cœur de nos vies et être dans cette transformation-là et avoir ces clés en main, pouvoir rebattre toutes les cartes sur la table et savoir quoi en faire. Enfin, ne pas savoir quoi en faire, mais avoir le choix de peut-être décider quoi en faire. C'est juste incroyable, en fait. Enfin, je suis très heureuse de naître et de grandir avec cette génération. En parlant de la génération Z, donc les jeunes qui sont aujourd'hui dans la vingtaine et dont tu fais partie, tu écris « Nous sommes de plus en plus à faire le choix du contre-courant, tellement que demain, ce contre-courant sera le sens du courant. » Comment agir concrètement pour incarner ce nouveau monde qui est en marche ? Par où commencer ? Par où commencer ? Par soi. Par soi, encore une fois, je crois qu'il faut déjà se poser les bonnes questions et se demander pourquoi on fait les choses. Parce que oui, on est de plus en plus de jeunes aujourd'hui à s'engager. Mais pourquoi on le fait ? Il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent parce que c'est devenu presque à la mode de s'engager, de dire qu'on est écolo, qu'on a arrêté la viande, qu'on mange du tofu. Et plus qu'un phénomène de mode, il y a aussi beaucoup de personnes qui se servent de la cause plutôt que de servir la cause. Ça, c'est Marc de la Ménardière qui disait ça dans une conférence et ça m'a beaucoup marquée parce que j'ai de la peine parfois à voir que l'ego, il arrive même au cœur de l'écologie et que les gens sont en train de se tirer des balles à celui qui sera le plus visible pour parler d'écologie alors que c'est tout l'inverse qu'on est en train de prôner. C'est le vivre ensemble, c'est la solidarité, c'est l'amour. Et donc se poser la question déjà d'en fait pourquoi je veux m'engager ? Qu'est-ce que profondément moi ça m'apporte et qu'est-ce que je peux en tirer en fait à titre personnel on en parlait tout à l'heure, mais d'avoir une vie sobre et donc d'incarner déjà au quotidien avant de vouloir dire qu'on fait. Donc commencer par vider ses placards sans les remplir derrière parce qu'il faut une veste Chanel pour aller parler à l'Académie du climat ou voilà. Mais vraiment se poser la question de en quoi moi j'incarne l'écologie et en quoi je peux être un exemple. Parce qu'on a beau passer sur 1000 plateaux télé, donner 1000 conférences, je crois que le plus puissant c'est de montrer l'exemple. Et on embarque des milliers de personnes avec nous quand on dégage quelque chose de positif. Et je vois qu'il y a des gens qui sont touchés par mes mots parce que juste, en fait, je le dis avec le cœur, quoi. Pour moi, ça m'habite, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager pour l'environnement et que c'est si incarné avec qui je suis parce que profondément, je suis enthousiaste et joyeuse d'être en vie et c'est ça que je veux sauver. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Mais si on n'a pas avant déterré ce pourquoi on se bat, sans reprendre le pourquoi on se bat de Camille Etienne de son documentaire avec Solal, si on va pas chercher ce pourquoi, on peut vite tomber dans les mauvaises raisons de l'engagement qui salissent l'engagement plus qu'ils ne le servent, je pense. Dans ton livre, on te suit dans ta vie de nomade. C'est très doux, on sent aussi la lenteur, en fait, dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les colocations éphémères et pourquoi tu as choisi ce mode de vie ? Mais justement, dans cette idée d'incarnation de la sobriété et de détachement du matériel. En fait, j'avais très peur, sortie de mes études, de trouver un appartement et de déposer mes racines dans une ville ou un lieu en particulier. J'avais l'impression que c'était vraiment la porte ouverte à rentrer dans le monde des grands et que là, ça y est, hop, j'allais avoir les clés de mon appart et puis le tapis allait se dérouler. Et je me suis dit, mais attends, en fait, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la liberté. Vraiment, c'est le maître mot de ma vie, la liberté. Et comment rendre cette liberté
palpable au quotidien, en fait. Et comment me donner l'opportunité de vivre 1000 vies dans une vie, puisque j'ai très vite compris que cette vie passait vite. En tout cas, il y en a beaucoup qui me le disent. Et je me suis dit, comment donner de la profondeur à chaque instant et faire que chaque année soit unique. Et là, j'ai rencontré Arthur Aubeuf pour mon podcast, justement, que j'anime, Nouvel Oeil. Et il m'a dit, moi, je fais des colloques éphémères. Donc, en fait, chaque mois, je change de lieu de vie. Et ça me permet de découvrir la France, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de ne jamais tomber dans une forme de routine. Et là, ça m'a profondément parlé parce que je me suis dit, waouh, ok, là, il touche quelque chose et j'ai les moyens de le faire. Alors, tout le monde ne peut pas le faire quand on est dans un CDI, une entreprise qui nous demande d'être dans une ville en particulier tous les jours, ok. Mais on est aussi de plus en plus nombreux aujourd'hui à pouvoir télétravailler, à être à notre compte. Et on a ce luxe de travailler d'où on veut. Et donc, de ce luxe vient aussi une responsabilité de qu'est-ce qu'on en fait. Et donc là, je me suis dit, ok, mais en fait, tu peux très bien avoir une vie dans un sac. Donc, ça te pousse déjà à faire le tri dans tes vêtements pour ne garder que l'essentiel. Et à faire grandir ce non-attachement aux choses. Puisque quand tu sais que tu viens dans un lieu pour 1 mois, en fait, tu procrastines plus, déjà. Tu te dis pas, je vais le faire dans 2 ou 3 mois. Non, dans 1 mois, je suis plus là. Donc, je fais aujourd'hui. Et ça apprend aussi le côté éphémère de chaque chose. On n'essaie plus de retenir les choses et l'attachement quand on sait que dans 1 mois, on va partir. Donc, on prend tout ce qu'on a à prendre. Et après, il y a une beauté, une forme de beauté à se dire, voilà, je laisse ce qui m'a été donné. Et donc, c'est comme une petite fée qui passe dans différents lieux, qui se nourrit de tout ça et qui, à la fois... j'essaie en tout cas de faire grandir avant tout l'amour en moi-même et d'aller chercher tous ces besoins primaires en moi, puisque je sais que tout ce qu'on va m'apporter autour, l'extérieur, le décor, ça ne sera qu'éphémère. Et ça, c'est au final dans nos vies, au quotidien. Et on tente tous d'être hyper sécure, de tout mettre dans des cases, que tout soit OK, parce qu'au final, on flippe. On a juste trop peur de ce qui va se passer demain. C'est pour ça qu'on tente tellement d'avoir un amoureux qui nous met la bague au doigt pour être sûr qu'il va nous aimer toute notre vie, et puis construire une maison, d'avoir 4 murs pour être sûr qu'on va être là toute notre vie. Mais à la fois, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, tu vois ? Et donc là, voilà, vivre comme ça, avec mon sac sur le dos, c'est une façon de m'autoriser la pleine et entière liberté et à la fois de goûter chaque jour à cette impermanence des choses. Mais c'est très inconfortable, je le reconnais. Au début, vraiment, je me disais, j'ai envie d'un appart, j'ai envie d'un chez moi, je sais pas où j'habite, j'ai l'impression d'être partout mais nulle part. Et à la fois, après, on prend goût, en fait, à ce nomadisme. Et on apprend énormément. C'est toute une philosophie de vie qui, selon moi, est vraiment rattachée aussi à l'écologie. Oui, le prix de se lâcher prise, c'est que tu es obligé d'apprendre à pas t'attacher aux endroits, aux habitudes, aux gens, en fait. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en tant que grande sensible, moi j'aime tout le monde, je m'attache à tout le monde et je peux passer 1 heure avec une personne à avoir une discussion et je vais être triste de quitter cette personne. Mais ça m'a permis aussi un énorme travail personnel sur l'accueil de mes émotions. Et à me dire que la tristesse, c'est pas forcément mal, en fait. Et c'est beau. Et donc aujourd'hui, j'apprends beaucoup de mélancolie aussi dans cette tristesse. Et me dire que ça fait partie de la vie. Et c'est joyeux d'être triste. Et donc je me laisse beaucoup plus traverser par toutes ces émotions. Et de vivre comme ça me ramène aussi à l'aspect cyclique des choses, comme des saisons. Tu vois. Donc on rencontre, c'est l'effervescence, on s'habitue et puis on laisse couler. Et puis un petit peu comme les cycles de la lune, tu vois, il y a la pleine lune, nouveau cycle, on fait ses manifestations, c'est le renouveau. Puis la pleine lune, waouh, c'est le summum du truc. Et puis après, on épluche, on laisse passer ce qui doit être épluché. Et puis on recommence et c'est un renouveau. Et d'accueillir ces cycles et de aussi s'autoriser ces émotions, moi ça me permet d'être beaucoup plus entière. Tu vois, et je parlais tout au début de cette notion de nuance dans l'engagement, mais aussi nuance dans nos vies. Et de pas toujours devoir être au top, devoir en faire 1000 fois trop et devoir toujours être dans l'excellence, etc. Mais parfois s'autoriser à faire moins bien et s'autoriser à être triste et s'autoriser à peut-être se sentir nul. Et c'est OK, tu vois. Et donc là, d'avoir mon baluchon sur le dos et de devoir dire bonjour pour dire au revoir, et oui, c'est très difficile. Et à la fois, ça me remet vraiment à nu et à mon état de vulnérabilité qui est difficile à apprivoiser, mais qui me permet, je crois, de vraiment grandir en tant qu'humaine, en tout cas. Et tu restes en contact avec ces gens que tu rencontres sur le chemin ? Oui, on se donne des nouvelles. Après, très vite, on a nos vies. On a tous nos vies. Et quand je me reconstruis comme ça, une petite vie dans un nouveau lieu,
je crois que ça me rassure de dire je reviens bientôt, alors que je sais pertinemment que en fait, je reviendrai pas bientôt. Et pour certaines personnes, je reviendrai jamais. Et tu vois, ces 6 mois d'aventure pour réaliser ce documentaire, c'était pour pousser ce non-attachement encore plus loin. Parce que là, pour le coup, c'était pas 1 mois que je restais dans les lieux, c'était 3 jours, parfois 1 semaine, tout au plus 1 mois. Et c'était pas des à bientôt. Là, je savais que je disais à bientôt, mais que c'était un au revoir, quoi. Et c'était challengeant et ça m'a rendue vraiment triste comme jamais, je crois, de dire autant d'au revoir et pour dire des bonjours. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. En fait, je disais, mais j'ai même plus envie de dire bonjour parce que je sais que je vais devoir dire au revoir. Ouais. Mais c'est beau, en fait, de se dire qu'on rencontre les gens que pour une fois aussi. Tu vois ? Ouais. Ça donne encore plus de profondeur à l'échange. Et on se sent aussi encore plus libre, je crois, tu vois. Ouais. On ne sait jamais aussi où la vie nous mène. Complètement. On peut très bien, en fait, retomber sur des personnes qu'on pensait ne plus jamais revoir. Et ça, c'est les synchronicités de la vie aussi. En fait, les personnes que tu dois revoir, sans forcer, la vie te les remettra sur ton chemin. Et il y a une forme de magie derrière tout ça. Mais il y a parfois des gens que je croise comme ça dans le métro et je me dis, mais quoi ? Mais attends, mais t'étais pas dans telle ville avant ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu vois qu'il y a toujours... Attends, mais un délire. Une fille que j'ai rencontrée dans un ashram en Inde, qui vit en Inde. Je revenais tout juste à Paris. On venait d'arriver avec Johan et je prenais mon train pour redescendre chez mon père. Et là, à la gare, il y a quand même énormément de monde. J'avais pas mon téléphone, j'étais vraiment dans l'observation de tout ce qui m'entourait. Je tourne la tête et je vois cette fille de l'ashram. Ouais. Et là, j'hallucine. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas elle, elle vit dans l'ashram, elle peut pas être là. Ouais. Donc j'ai vraiment eu l'impression de bugger, que mon cerveau, il était en train de griller et d'avoir des hallucinations. Et je m'approche d'elle et effectivement, c'était elle. Et ça, j'ai des frissons là de t'en parler. Et elle me dit, bah oui, en fait, là, j'ai eu j'y arrivais plus, j'avais que des migraines avec la chaleur en Inde. J'ai été forcée de rentrer en France pour me reposer un peu. Et elle venait aussi d'arriver. Et là, à cet instant T, on s'est croisées toutes les deux à cette gare, alors qu'elle n'avait pas du tout prévu de rentrer et que moi, j'aurais pu prendre le train d'après ou pas la croiser si j'étais sur mon téléphone. Ouais. Et là, je venais d'arriver, j'étais dans la nostalgie la plus profonde de mon retour d'Inde en France et je croise ce petit ange tombé sur Terre. Ouais. Et tu vois, c'est la vie là qui vraiment a fait que nos chemins se sont recroisés alors que je pensais ne jamais la revoir de ma vie. Ouais. Faire confiance au destin. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Donc, ta vie en mouvement entre plusieurs logements, ça t'apporte une ouverture sur l'inconnu, ça t'apporte une grande richesse. Comment sortir de notre zone de confort quand on n'a pas la possibilité de bouger comme tu le fais ? Je crois que sortir de sa zone de confort, ça se cultive au quotidien et même dans les choses les plus banales et au cœur des routines qu'on tente tant de garder. Sortir de sa zone de confort, ça peut être oser envoyer un premier mail aujourd'hui pour ce projet qu'on ne s'autorise pas depuis 5 ans parce que je suis pas légitime, parce que j'ai pas les études pour, parce que j'ai peur de ci, de ça. Juste envoyer un premier mail, oser aller parler à cet inconnu dans le métro, prendre le chemin de droite plutôt que celui de gauche, même si ça fait un détour pour aller au travail, s'autoriser à sourire dans la rue, dire bonjour, peut-être aller dans une nouvelle boulangerie. Tu vois, il y a plein de petites sorties de zone de confort au quotidien et je crois que c'est vraiment un état d'être au monde au final. Et plus on commence à cultiver cet état de nouveauté au quotidien, plus le muscle du cerveau se muscle et en fait, ça devient naturel après. On cherche à sortir de sa zone de confort en permanence et on s'en rend même plus compte en fait. C'est une drogue en fait, vraiment. Tu vois, t'as envie de toujours aller cultiver, aller tirer de cette journée ce qu'il peut y avoir d'unique. Parce qu'encore une fois, la vie passe très vite et on n'est pas obligé de partir en Inde sans avion pour rendre sa vie unique. Je crois que vraiment, c'est juste une question de s'autoriser à et de dépasser ses peurs, quoi. Tu parles des petites choses. Dans ton livre, on voit que tu t'émerveilles de la nature, comme le soleil, un oiseau qui se pose sur un arbre. Comment réapprendre à voir la beauté dans le quotidien ? En levant les yeux de notre téléphone, déjà. Et en étant attentif à... En fait, se poser la question de toutes ces petites choses qu'on croit acquises et qui, au final, ne le sont pas. Donc, déjà, pouvoir manger 3 fois par jour. C'est un luxe de dingue que beaucoup n'ont pas. Et pour la plupart, on mange sans conscience, en regardant une vidéo, en étant à moitié au téléphone, en faisant 1000 trucs en même temps. Mais juste déjà, en fait, refaire chaque chose en pleine conscience, ça, c'est retrouver l'intensité de chaque chose. Et donc,
apprendre à s'asseoir en silence avec son assiette et à goûter chaque chose et à se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ce légume, qui a travaillé derrière, quel est le circuit derrière tout ça. Là, on a mangé une carotte comme jamais on a mangé une carotte. Ça peut être marcher entre 2 rendez-vous, prendre le temps de marcher plutôt que de prendre le bus et pour une fois s'autoriser à lever les yeux au ciel et se dire « Ah putain, j'avais jamais vu les décors en haut de ce bâtiment alors que j'y passe tous les jours à côté, quoi. » Et je crois qu'en une phrase, pour répondre à ta question, c'est vraiment remettre de la conscience dans tout ce qu'on vit. Et dans toutes ces choses les plus banales, au final, c'est là qu'il y a toute la richesse du monde, quoi. Et on a tout en nous, on a tout autour de nous. Il ne s'agit pas d'aller lire 1000 livres, de regarder 1000 vidéos pour chercher des secrets. Tout est autour de nous, en fait. Vraiment, c'est juste comment on ouvre les yeux. Et c'est aussi, j'imagine aussi une discipline. Tu parles de méditation, de course à pied, c'est ton hygiène de vie en fait que tu cultives. Le porridge le matin, le fait de manger moins, mais de manger mieux. Tout ça, c'est... Pourquoi est-ce que cette discipline de vie est importante pour toi et comment tu fais pour rester motivé à continuer? Parce que malgré en fait tous ces changements, tu gardes quand même un rythme central qui te permet de vraiment profiter, quoi. Mais je crois que la discipline, justement, c'est peut-être la seule chose sur laquelle on a vraiment un petit peu de contrôle dans nos vies. Et au milieu de toute cette cacophonie et de tout ce qui nous échappe, la discipline, ça permet de garder un cap. Et dans cette discipline, moi, j'entends ces petites routines qui peuvent, pour le coup, me suivre partout, alors même que je n'ai jamais de routine. Et donc, c'est me lever tôt le matin, avoir ce temps d'écriture, ce temps pour moi, pour méditer, ce temps pour prendre le temps de faire mon porridge quand je peux le faire. Et ce temps pour faire mon sport. Et en fait, c'est vraiment une hygiène de vie et c'est faire de soi une priorité. Quand on est toujours ballotté à droite, à gauche et qu'on peut très vite tomber plus dans ce que les autres attendent de nous ou veulent de nous et qui nous prennent au final notre énergie sans qu'on s'en rende compte, d'avoir cette discipline, cette rigueur de ce qu'on sait nous fait profondément du bien, c'est vraiment faire de soi une priorité pour après être dans un état de disponibilité au monde et aux autres. Et donc, où que je sois, et là, pendant ces 6 mois d'aventure sur la route, tous les matins, quand je me levais, avant même de prendre mon téléphone, je faisais mes 10 minutes de yoga, mes 10 minutes de méditation. Et je prenais ce temps pour digérer en écrivant. Et tu vois, ces 3 choses qui, au début, sont difficiles à mettre en place. Tu vois, tu te dis, bon, allez, je reste plus longtemps au lit. Puis de toute façon, ce matin, je vais rien avoir à écrire. J'ai pas d'inspi. Et puis, en fait, la méditation, bon, ça sert à rien. Je vois pas du tout les bienfaits sur moi. C'est pas pour moi. Je le ferai plus tard. Et donc, on peut très vite se dire, allez, bof, on procrastine. Et donc, persévérer, en fait, se dire, ok, là, je vois pas de suite les bienfaits, mais je continue parce que je sais que sur le long terme, en fait, c'est vraiment un mécanisme que je suis en train... En fait, c'est comme hacker ton cerveau, quoi. Et tu dis, là, je mets ça en place et je garde ça. Et après, c'est une drogue, tu peux plus t'en défaire. Et tu te poses même plus la question de si tu dois le faire ou pas, ou où tu peux le faire, puisque tu as tellement pris l'habitude que c'est naturel. Et donc, t'en viens à faire ton yoga par terre, il y a plein de poussière, il n'y a pas de tapis, mais c'est pas grave, tu fais tes salutations au soleil. Tout le monde t'attend, il y a un taxi, il y a un truc, c'est pas grave, tu prends tes 10 minutes de méditation. Et le sport, tu parlais du sport, pour moi, c'est aussi une façon de digérer toutes ces émotions, de me rendre compte de ce que je vis et de toujours garder ce cap, cet alignement, en fait. C'est vraiment mon défouloir et c'est très personnel. Pour certains, ça peut être, juste marcher ou lire ou aller au cinéma. On a tous notre façon bien personnelle de se recentrer à soi. Moi, c'est le sport. Donc voilà, j'ai à cœur de garder ça partout où je suis, tout le temps. Tu te lèves à quelle heure? Si c'est pas indiscret. Ça dépend. Autour de 6h. Autour de 6h, oui, quand même. Autour de 6h. Parce que t'as un programme quand même. En fait, je me lâche prise là-dessus aussi, tu vois. Justement, je veux pas me dire 6h pile, je me lève et puis à telle heure, hop, début de méditation, telle heure, tac. Non, il y a des jours, c'est 6h15, c'est 6h30. En fait, je mets pas de réveil, je mets jamais de réveil. Ah, ok. Et mon corps est rythmé. Donc, quand je me suis couchée un peu plus la veille, ça m'arrive de me lever à 7h. Et par contre, je vais toujours commencer, que ce soit à 6h ou à 7h, par mes 10 minutes de méditation, de yoga. Et ça décale juste un peu plus. Mais je me lève jamais à 8h. Enfin, c'est vraiment très, très, très rare. Vraiment, le corps, après, est habitué. Tu lui fais confiance. Par contre, le soir, à 21h30, je suis KO. Ouais. Et je sais que c'est mon rythme. Donc, t'apprends aussi à dire non, en fait. Et quand les gens t'invitent pour tel truc ou quoi, bien sûr, ça m'arrive de sortir. Mais j'apprends à dire non et à dire là, je suis fatiguée, je vais dormir. Et tant pis si on n'a pas fini. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi une
une affirmation de soi que j'avais du mal à faire au début. De dire, là, je suis fatiguée, je vais au lit, quoi. Ouais. Et je m'autorise à le dire. Pour être, du coup, en état de disponibilité le lendemain matin. Sinon, en fait, t'es tout le temps en train d'accepter tout ce que les gens te proposent. Et au final, dans nos vies, on est tout le temps invités partout. Et encore une fois, c'est une fuite, tu vois. Ouais. Et moi, d'avoir compris que mon rythme est plus du matin, ça m'aide à vivre beaucoup plus sereinement et à rester alignée. Et je sais que pour certains, ça va peut-être être plus la vie de nuit et puis se lever plus tard. Et je crois qu'il s'agit à chacun d'aller chercher notre propre rythme, quoi. Ouais. Et puis aussi de combattre, j'imagine, la FOMO, genre la peur de manquer une occasion, de manquer ce moment. Enfin, il faut quand même un certain niveau de lâcher prise aussi pour se recentrer sur soi et dire attends, là c'est important que je me couche. Clairement. Ouais. Et se poser la question de qu'est-ce qui est le plus important pour soi. Et la FOMO, elle sera toujours là. Et je crois de plus en plus, la société n'a pas prévu de suite de nous faire ralentir. Et au contraire, on est de plus en plus sollicité pour tout un tas de choses. Et les réseaux sociaux, en ça, nous poussent encore plus dans cette fear of missing out. Du coup, la FOMO, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Et donc, on peut très bien être en train de prendre un verre avec un ami, regarder une story Insta et se dire « Ah mince, je suis pas en train de voir ce film, etc. » Et en fait, avec les réseaux sociaux, on peut en permanence se dire qu'on n'est pas au bon endroit avec la bonne personne. Et c'est un enfer. Ouais. Et donc, se détacher de ça et de se dire que, OK, là, les choix, de toute façon, je les ai faits en conscience. Donc oui, faire un choix, c'est renoncer. Et donc, je suis pas avec Ginette, mais je suis avec Jacques. Et je suis avec Jacques parce que j'ai choisi d'être avec Jacques. Et donc, encore une fois, t'es là en conscience, en pleine présence, parce que c'est ton choix. Ouais. Tu parles de réseaux sociaux, on est très dépendant de nos téléphones. C'est une tendance que tu t'efforces de combattre aussi chez toi. Pourquoi est-ce que les écrans sont mauvais pour nous et est-ce que tu as des pistes pour nous aider à nous déconnecter ? Ils sont mauvais et à la fois ils sont salvateurs, j'en parlais tout à l'heure. Il y a aussi vraiment tout un champ des possibles avec les réseaux sociaux et si on apprend à s'en servir, on peut vraiment y trouver de belles ressources d'inspiration, de motivation qui peuvent nous aider à suivre nos rêves et à grandir aussi. Mais on peut très très vite être prisonnier et complètement victime de ça. Et je crois qu'on est de plus en plus esclave en fait de ce téléphone. Et toute génération confondue pour le coup. Ils ont été très forts pour nous doper à ça. Et d'ailleurs, les Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui ont créé en fait ces algorithmes, interdisent eux-mêmes à leurs enfants l'utilisation des écrans. Donc ça veut en dire long en fait. Moi, à titre personnel, pour essayer de me protéger au maximum, j'ai des temps dédiés à mon téléphone. Donc là, si tu prends mon tel, il n'y a pas l'application Instagram sur mon téléphone, par exemple. Je l'installe 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et quand j'y vais en conscience et je sais pourquoi j'y vais. Donc c'est pas pour consommer sans me rendre compte que je consomme, mais c'est pour aller voir en conscience les choses que j'ai envie d'aller voir. C'est pour poster en conscience le contenu que j'ai envie de poster. Et donc j'écris aussi et je poste beaucoup plus en conscience parce que je m'influence pas tant de ce qu'il y a sur la plateforme, mais j'écris avant. Et je réfléchis avant à ce que je veux poster, avant d'être complètement influencée par ce que je vais voir sur les réseaux. Donc il y a ça, c'est temps dédié et supprimer l'application de mon téléphone. Et il y a aussi essayer de faire des jours sans écran. Donc ça, j'essaie au maximum le dimanche quand je peux. Je coupe mon téléphone, mais là, c'est même les messages le samedi soir, et je le rallume le lundi matin. Et je vois à quel point j'ai le mécanisme de prendre mon téléphone machinalement, en fait. Et les premières heures, c'est hyper inconfortable. Je me dis, mais je vais louper un truc, mais machin, mais si un truc m'appelle, les trucs. Et en fait, tu te dis, mais non, le monde va pas s'écrouler, quoi. Et tu te rends compte de la pression que c'est, en fait. Vraiment, c'est une réelle pression dans ta vie, quoi. Et ça te pollue tout. C'est un brouillard en permanence au-dessus de ta tête. Donc, apprendre à le hacker, je pense que c'est aussi reprendre notre liberté, notre pleine et entière liberté. Encore elle. Oui. Et surtout, dans ce que tu dis, je vois aussi qu'on utilise le téléphone pour s'occuper en permanence l'esprit, alors qu'en fait, l'ennui, c'est quelque chose qu'on n'a plus et dont tu parles dans ton livre. Comment on fait pour se ménager des moments d'ennui dans nos vies ? Pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est là que tout fleurit, que nos plus belles idées viennent et qu'on trouve la paix en soi, surtout. Et les réseaux sociaux, le téléphone, tu l'as dit, c'est une fuite en fait. Quand on a juste 5 minutes de métro et que notre premier réflexe c'est de prendre le téléphone, pourquoi en fait ? Pourquoi on prend notre téléphone ? Qu'est-ce qu'on a à y faire vraiment ? Il n'y a rien d'important. C'est parce que on ne s'autorise pas à simplement laisser le téléphone dans sa poche, regarder autour de soi, dire bonjour à notre voisin et à accueillir le vide.
Et encore une fois, pourquoi c'est si difficile d'accueillir ce vide ? C'est parce qu'il s'y cache toutes les questions existentielles qui nous font juste flipper, quoi. Pourquoi je suis là ? Est-ce que je suis vraiment à ma place ? C'est vertigineux de se dire qu'on est sur une petite planète bleue au milieu d'un univers où on nous parle d'infini, mais qu'est-ce que c'est que l'infini ? Et puis, on sait tous qu'on va mourir, donc comment en fait retenir nos vies ? Et puis, s'il se passe ça demain ? Et puis, on a un tas de questions qui sont tellement inconfortables qu'on passe nos vies à les fuir. Mais encore une fois, je crois que c'est une rigueur d'apprendre à accueillir l'ennui et le vide. Au début, ça fait très peur, c'est difficile, et puis plus on se l'autorise, plus on se rend compte que c'est OK, et en fait, ça nous fait même du bien. Puis ça devient une drogue, et puis on a besoin de ces temps de solitude et d'ennui et de vide. Et moi, quand je les ai pas au moins 1 heure par jour, je sens que ça me manque, et je me sens complètement overwhelmed, submergée. Dépassée, oui. Voilà. Et c'est vraiment un temps de digestion, en fait. C'est vraiment ça, digérer tout ce qu'on vit, parce que c'est presque pas humain, en fait, d'avoir à traiter autant d'informations, de stimuli dans tous les sens, quoi. D'ailleurs, chaque année, tu pars en vacances pendant 20 jours seule, vraiment pour cultiver cette solitude. Comment est-ce que cette coupure t'aide à vivre mieux le reste de l'année ? 20 jours, 3 semaines, 1 mois, quand je peux. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'avoir ce temps de pause, 1 fois par an, où je pars toute seule, sans aucun plan. Et donc là, je suis partie pour ces 6 mois. C'était différent, puisque c'était pour tourner un documentaire, et j'étais avec Yoann. Mais l'expérience précédente, c'était partir 1 mois, et j'en parle dans mon livre, au Maroc, toute seule, sans avion. Donc je suis partie de Biarritz, j'avais mon sac à dos, et j'avais rien prévu. Je m'étais juste dit que j'allais descendre jusque dans le sud du pays, sans avion. Et j'ai laissé place à ce qui allait se passer dans ma vie. Donc, pas d'hôtel. Je rencontrais les personnes sur la route qui m'invitaient chez eux. Et puis, de fil en aiguille, mon chemin se dessinait. Et en fait, tu te rends compte que tout est juste. Et t'apprends surtout à renouer avec ton intuition. Ça peut faire très peur. Et là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui vont dire « mais elle est complètement folle, c'est une femme, elle est partie au Maroc, elle dort chez les inconnus, mais à tout moment, elle se fait violer, etc. » En fait, si on a peur, on attire à soi des situations de catastrophe. Et vraiment, ça, je mesure mes mots en le disant, on attire à soi ce qu'on dégage. Quand tu es dans un état de confiance, d'amour, tu attires à toi les belles rencontres. Et tout se passe bien, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que tu dégages au monde et comment tu renoues avec ton intuition. Et il y a eu des fois où vraiment je sentais pas le truc. Où je rencontrais quelqu'un, je me disais « oh, là non. » Et je partais. Et donc ça t'apprend, enfin moi en tout cas, ça m'apprend à renouer avec cette intuition, ce temps long, cette confiance en la vie, à cultiver le lâcher-prise et surtout à retrouver l'espoir et l'amour en l'humanité, parce que tu te rends compte quand tu pars avec un sac à dos comme ça, toute seule, qu'en fait t'es jamais vraiment seule et que le monde il t'appartient et qu'on a tous une part d'universalité dans ce qu'on vit et que les portes ouvertes elles sont partout, que tout le monde en fait est là, prêt à t'accueillir. Et il faut juste s'en donner l'opportunité, les moyens et quand on écoute, on a envie qu'une chose, c'est de repartir. C'est pour ça que je le fais chaque année, en fait. Ça fait le tri, c'est une lessiveuse. Il y a toutes les richesses du monde qui se trouvent dans ces aventures-là. Ouais. En même temps, tu parles de critiques, d'obstacles. Enfin, il y a beaucoup de gens qui t'ont dit elle est folle. Enfin, comment est-ce que tu t'es affirmée dans ce mode de vie ? Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui souhaitent prendre le même chemin que toi et peut-être qui ont plus de mal à s'affirmer ? Comment t'as fait ? Je crois que le premier travail qui m'a vraiment aidée, c'est d'apprendre à me détacher du regard des autres. Parce que si on ne fait pas les choses, c'est souvent parce qu'on a peur. Et ces peurs, elles sont très souvent liées au regard des autres. De à quoi je vais ressembler. Si je dis ça, mais qu'il ne fallait pas dire ça, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis mes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et puis la société, en fait, elle ne m'a jamais dit de faire comme ça. Et donc, c'est plus des croyances limitantes qu'on se crée, qui ne nous appartiennent pas et qui font qu'on ne fait pas les choses, en fait. Et dès lors qu'on apprend à se détacher du regard des autres et qu'on se dit « et au pire quoi ?» En fait, au final, il y a que toi derrière ta vie. T'es la seule personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. Et donc, si tu t'autorises pas à toi à vivre ce que tu as profondément envie de faire, tu vas tout le temps être tributaire du choix et des envies des autres. Et tu vas passer à côté de ta vie, en fait. Donc, je pense sincèrement qu'apprendre à faire un premier travail de se détacher du regard des autres, déjà, ça nous aide beaucoup plus à oser, à s'autoriser. Et après, dépasser les peurs, mais au sens large, en fait. Remplacer la peur par l'amour, c'est pareil, c'est une phrase très bateau, mais qui vraiment change une vie et crée des miracles. Donc juste oser, n'ayez pas peur de tomber.
combien de projets j'ai essayé de lancer qui ont capoté, où on m'a dit, tu vois, on te l'avait dit que ça allait pas marcher, mais t'en as fait qu'à ta tête. Et en fait, c'est précisément ces échecs-là, qu'on présente comme des échecs, qui, moi, m'ont permis de me construire, de savoir ce que je voulais, et au contraire de ce que je ne voulais pas, qui m'ont permis de rencontrer la bonne personne pour la bonne opportunité, pour faire que j'en suis là aujourd'hui derrière ce micro, tu vois. Donc juste faites, et ne vous posez pas trop de questions, juste faites. Vraiment, l'action, ça crée des miracles. Et c'est ma dernière question. Face à l'effondrement écologique qu'on vit actuellement, quel message tu voudrais passer ? Cultiver la joie. Tu vois, tu as parlé d'effondrement. Quand on parle d'écologie, on parle d'effondrement, on parle de tristesse, on parle d'urgence, on met des mots très forts derrière tout ça, et à juste titre, parce que ce qui se passe, c'est grave, et il faut en parler. Mais moi, j'ai envie qu'on mette la joie au milieu de tout ça, quoi. Parce que c'est ça qui nous sauvera, réellement. C'est la joie, c'est l'espoir, c'est le vivre ensemble, c'est tout cet enthousiasme qu'on peut mettre au cœur de cette cause, quoi. On en a marre qu'on nous dise quoi faire, on en a marre qu'on nous dise d'arrêter de nous mettre les uns contre les autres parce que Bernard a pris l'avion et que punaise, il faut qu'il arrête de prendre l'avion. En fait, cet état de colère, il nous nuit à titre personnel, et après on en vient à faire des burn-out d'engagement, ça n'a aucun sens. Mais d'incarner cette sobriété, cette joie, c'est ça qui va profondément transformer la société, le monde, et faire que cette crise écologique, ce soit une crise joyeuse, en fait, et qu'on danse tous autour de ça. Donc, c'est le message vraiment que j'ai envie de faire passer, quoi. Merci beaucoup, Victoria, et merci à ta mamie qui t'a inspiré cette vie en harmonie avec toi-même et avec le monde. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Victoria Guillaumont, « Tu en penses quoi de la vie, mamie ?», aux éditions Fayard. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.